Révision ou changement de la Constitution. Comment et pourquoi intégrer comme il le souhaite la tension salariale dans la loi suprême et en faire un verrou constitutionnel? Face à face spécial ce mardi 24 décembre après le journal de 19h avec Michel Bongongo, professeur en philosophie politique, ancien ministre de la fonction publique et du budget. Rediffusion le mercredi 25 décembre après le journal de minuit, après le journal de 7h. Professeur Michel Bongongo Ikoli Ndombo, bonjour. Bonjour, M. Thierry. Vous êtes professeur d'université, docteur en philosophie politique, ancien ministre d'État au budget et à la fonction publique. Vous avez même été pendant 7 mois intérimaire à la défense nationale. Vous êtes donc acteur politique depuis de nombreuses années en République démocratique du Congo, mais ici on vous prend comme scientifique. Car dans ce débat sur la révision ou le changement de la Constitution, vous avez réfléchi et contrairement à d'autres qui évoquent plutôt des arguments politiques, vous préférez vous focaliser sur le social. Pourquoi? La Constitution, M. Thierry, est l'expression écrite des préoccupations majeures d'un peuple à un moment donné de l'histoire de son pays. Or, dans la situation actuelle, les préoccupations majeures de la population, c'est l'amélioration des conditions de vie, c'est l'amélioration du social. Comment allons-nous améliorer le social si le salaire qui produit le social est en panne? C'est ainsi que j'ai pensé qu'à la faveur de l'initiative du chef de l'État qui demande au peuple congolais de réfléchir sur la réforme constitutionnelle, j'ai pensé qu'un des thèmes majeurs de cette réforme constitutionnelle, ce sont les salaires. Comment réfléchir sur les salaires et comment en faire une condition à inscrire dans la Constitution? Les salaires, il faut créer des mécanismes qui vont permettre que le salarié, le travailleur, ne soit pas à la merci des humeurs des employeurs, des humeurs des décideurs politiques. À cause de ces humeurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons à tout moment des revendications, des grèves, des frustrations, des violences sociales. Il faut donc avoir le temps, au-delà des passions, au-delà des émotions, réfléchir sur cette question centrale qui touche l'essentiel de la vie de la nation. On rappelle que la Constitution actuelle évoque déjà les principes de l'équité salariale, de l'indication salariale nationale, etc., mais pas dans les détails. Alors vous, de quels arguments disposez-vous pour évoquer, pour justifier l'impératif de ce débat? Les arguments sont d'ordre économique, social, politique et juridique. En ce qui concerne l'argument économique, garantir une croissance durable, inclusive, nous ne pouvons y arriver que si nous réduisons les inégalités sociales. Or, dans la situation actuelle, les disparités salariales
sont tellement excessives que le travailleur, le fonctionnaire, n'a pas droit de citer en ce qui concerne la demande intérieure, en ce qui concerne la consommation de ce qui se produit dans notre pays. Mais comment y arriver, professeur? Vous avez été plusieurs fois ministre, je l'ai rappelé dans mon introduction. Vous avez, depuis des années, entendu parler de la fameuse réduction du train de vie des institutions. Ces disparités salariales qu'on évoque, jamais on en débat de manière sérieuse. La réduction du train de vie des institutions, au finish, ce n'est qu'un vœu pieux, parce que personne ne veut vraiment s'engager sur cette voie, et la conséquence est là, vous l'avez dit, le fonctionnaire se retrouve avec 100 $ ou un peu moins, alors que le ministre, le président de la République et les responsables des institutions se retrouvent avec 100 fois, voire 1000 fois plus que le salaire du fonctionnaire. Comment arriver à réduire ou à casser ces disparités? Pour casser ces disparités, il faut faire de la tension salariale un verrou constitutionnel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, à l'issue du référendum, de ce qui va se passer en ce qui concerne la réforme constitutionnelle, il y aura des articles, des dispositions votées par le souverain primaire et qui devront être exécutoires. C'est ainsi que le fonctionnaire, le travailleur, ne sera plus à la merci des décideurs politiques, des décideurs économiques. Qu'est-ce qui devrait être couché dans la prochaine constitution, comme vous le souhaitez, qui irait dans ce sens-là? Parce que la constitution ne doit pas fixer les salaires des uns et des autres. Qu'est-ce qui doit être couché pour que cela ait un impact sur la vie du fonctionnaire, la vie du citoyen lambda? Nous allons parler des principes de l'équité salariale. Que signifie ce principe de l'équité salariale? À travail égal, salaire égal. Compétence égale et rendement égal. Tous les travailleurs ont droit à une rémunération égale sans discrimination. Ce principe n'existe déjà pas dans l'actuelle Constitution? Ce principe n'est pas dit clairement dans la Constitution. La Constitution évoque de façon vague. Ici, nous n'allons plus passer à des vœux pieux, à des intentions. Nous allons mettre en place des mécanismes de valorisation du travail de fonctionnaires, du travail des travailleurs. Concrètement, je vous ai présenté comme ancien ministre, mais vous avez été également législateur. Et durant plusieurs années, récemment vous étiez sénateur de la République d'ailleurs. Concrètement, qu'est-ce qui doit être couché sur la nouvelle loi suprême pour aller dans ce sens-là? Qu'est-ce qui doit être pris en compte? Qu'est-ce qui doit être écrit concrètement? Qu'est-ce qui va être écrit? 1. La revalorisation des salaires. Les mécanismes de revalorisation des salaires. Il faut que nous ayons de façon permanente une commission des représentants de l'État, des représentants des employeurs, des représentants des travailleurs, pour que ensemble ils puissent veiller à cette revalorisation. Nous allons
proposé aussi que l'État mette en place un fonds national de garantie des salaires. C'est-à-dire que quand nous allons avoir des crises économiques, quand nous allons avoir des difficultés et que les employeurs ou même l'État a des difficultés, il faut un fonds qui puisse permettre à l'État de réduire ces difficultés en permettant aux travailleurs d'avoir des salaires décents. Et l'argent pour alimenter ce fonds viendrait d'où? L'argent qui va être alimenté par ce fonds, c'est par l'État, c'est par les employeurs, essentiellement. Et c'est possible. Alors, réduction des inégalités salariales, nous ne sommes que dans le point en rapport avec l'argument économique. Comment cela va se passer? Je parle à l'ancien ministre, en même temps à l'ancien sénateur. Il faut que ceux qui sont en haut puissent descendre d'un cran, ou que ceux qui sont en bas puissent rejoindre ceux qui sont en haut en termes de tension salariale. Il faut mettre en place un indice national, un indice salarial national. Cet indice va éviter que le rapport entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas, que ce rapport n'excède pas 1 à 10. De manière à ce qu'on va réduire, limiter les écarts salariaux et les travailleurs, parce que nous sommes tous des travailleurs, mais il faut que tous les travailleurs se retrouvent. Vous estimez aujourd'hui que les politiques, les animateurs des institutions sont trop payés par rapport aux fonctionnaires? Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, par rapport aux arguments, vous avez dit réduction des inégalités salariales, ensuite amélioration de la production. Ça également, on en parle depuis des années. Depuis les années Mobutu, on parle de l'amélioration de la production, de la révision de notre système économique, mais les choses concrètement ne semblent pas bouger. Le Congo dépend toujours de l'extérieur. Nous sommes un pays extraverti en matière de production, en matière de consommation. Comment ou qu'est-ce que vous proposez sur ce point? Comment voulez-vous améliorer la production quand ceux qui produisent, c'est-à-dire les travailleurs, ne sont pas suffisamment motivés par une rémunération décente? Quand les travailleurs sont bien payés, la production, ils deviennent productifs, et en étant productifs, nous assistons à la performance des services de l'administration publique et des entreprises. Tout tourne autour des salaires, donc. Toujours autour des salaires. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les animateurs des institutions de la République, selon vous, sont trop payés. Pourquoi ils sont trop payés? Ils ne sont pas trop payés. Mais par rapport aux travailleurs, qui sont les plus nombreux, par rapport à nous, parce que je suis aussi décideur politique, ça crée de l'injustice sociale. Mais pourquoi justement ils gagnent autant par rapport à d'autres travailleurs? Pourquoi? Vous avez été au cœur des décisions comme ministre, tout comme sénateur. Un déficit d'organisation sociale par rapport au bien-être des travailleurs. C'est fait à dessein?
Les députés, les sénateurs qui votent le budget, c'est eux qui décident de qui va avoir quoi. C'est là que se fait, que tout se prend comme décision. Alors, comment vous l'expliquez? C'est une décision, et c'est ainsi que je suis d'accord avec cette réforme constitutionnelle initiée par le chef de l'État. C'est une décision politique importante pour la vie de la nation. Beaucoup disent que même si on réduisait de 50% le train de vie de toutes les institutions, ça ne pourra pas augmenter de manière sensible les salaires du fonctionnaire. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, vous savez, c'est toujours comme ça. On croit toujours que ça ne sert plus à rien. Nous sommes perdus. Nous ne sommes pas perdus. C'est un problème de détermination et de volonté politique. Voilà donc le deuxième argument, enfin, toujours dans ce point consacré à l'argument économique, dans le document que vous avez produit, vous évoquez également l'atténuation des crises économiques. Là encore, ça renvoie toujours au salaire. L'atténuation des crises politiques. Il n'est que normal, M. Thierry, quand les travailleurs se sont pris en charge par l'organisation de l'État, quand les travailleurs considèrent que la situation économique difficile que nous avons, c'est une situation commune à tous, au regard de ce que eux peuvent avoir, il y aura une sorte de résilience des travailleurs face au choc économique. Argument social, renforcement de la cohésion sociale et lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce point? Toujours garantir des salaires, des rémunérations équitables. Quand vous voyez aujourd'hui la situation des fonctionnaires, tous les fonctionnaires, du maternel à l'enseignant primaire, secondaire, professeur d'université, médecin, militaire, policier. Quel est le problème? C'est la répartition des ressources nationales. Et ces répartitions passent par les salaires. On ne demande pas qu'on puisse distribuer à la population de l'argent, mais que chaque travailleur qui donne le meilleur de lui-même, qu'il puisse organiser, améliorer les conditions de vie, ses conditions de vie, les conditions de sa famille. Est-ce qu'il faut toucher à la Constitution pour revoir cette situation? Il faut toucher à la Constitution parce que la Constitution est la loi fondamentale. Et tout le monde a peur de la Constitution. Oui, mais pour réviser les salaires des fonctionnaires, alors que les débats se font chaque année pour voter le budget à l'Assemblée nationale et au Sénat, je ne vois pas que vient faire la Constitution dedans. On ne va pas réviser les salaires à partir de la Constitution. La Constitution met en place le cadre, le mécanisme qui va permettre que les travailleurs, les fonctionnaires aient droit à la répartition des ressources nationales.
Je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà prévu. Répartition équitable des ressources du pays, c'est prévu par l'actuelle Constitution. C'est prévu par l'actuelle Constitution, mais les mécanismes pour que cette répartition se fasse, la Constitution n'a pas prévu. Ça, ce ne sont pas des lois qui doivent prévoir ces mécanismes, des lois votées par des élus, par le législateur, justement. Quand vous avez aujourd'hui cet état d'esprit qui veut que les travailleurs, les fonctionnaires soient toujours oubliés, il vaut mieux que cette question soit au niveau de la Constitution, sous forme d'un verrou constitutionnel, de manière à ce que toutes les autres lois subsidiaires qui vont venir vont prendre exemple, vont prendre en charge tout ce que les dispositions constitutionnelles ont prévu. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Michel Bongogo Ikolindombo. Il est professeur en philosophie politique, ancien sénateur, ancien ministre du budget, de la fonction publique et de la défense. Nous parlons avec lui de la possibilité d'intégrer la tension salariale dans la prochaine constitution qu'il souhaite. On va y revenir. Alors, je vais survoler rapidement quelques-uns de vos arguments, toujours au plan social, promouvoir la justice sociale. On l'a dit, les limitations des écarts salariaux, et puis réguler la stabilité sociale. Alors, comme argument politique, vous évoquez la légitimité, la stabilité de l'État. Bien sûr, M. Thierry. La légitimité, la stabilité de l'État dépend des citoyens, dépend de la volonté des citoyens. Et aujourd'hui, nous parlons avec vous des travailleurs qui sont des citoyens. Quand les citoyens, et particulièrement les travailleurs, se retrouvent dans leur vécu quotidien, comment voulez-vous que ces citoyens ne puissent pas légitimer les institutions? Chacun travaille pour son propre compte. Et les institutions sont là, c'est pour que les citoyens puissent avoir un bien-être meilleur, pour que les travailleurs s'identifient dans tout ce qui se fait dans notre pays, dans nos institutions. Réduire les grèves et les conflits sociaux, renforcer la démocratie sociale, et comme argument juridique, vous dites renforcer l'état de droit et l'efficacité des droits sociaux. Comment? Oui. Comment? La Déclaration universelle des droits de l'homme et les instruments internationaux nous rappellent le droit à une rémunération équitable pour tous les travailleurs. Il n'est que normal que si nous entrons dans cette direction, ce sera une occasion pour notre pays de confirmer ses engagements au niveau international. Mais tout cela, professeur,
tout cela, on en a déjà entendu parler, tout cela est prévu par notre législation, mettre la RDC en conformité avec les droits fondamentaux, on en parle déjà avec l'OHADA depuis plusieurs années, protéger les travailleurs congolais contre les abus, c'est prévu par la loi, procéder au verrouillage contre les manipulations, le caractère intangible de ces dispositions garantit qu'elles ne pourront être modifiées au gré des intérêts partisans ou des groupes de pression. Tout cela est prévu, professeur Bongongo. Tout cela est prévu, mais il n'est pas encore prévu dans la Constitution. Aussi longtemps que ce n'est pas encore prévu dans la Constitution, nous avons une certaine liberté de faire ce que nous voulons. Les lois qui les prévoient ne sont pas d'application aujourd'hui. Vous pensez que si demain la Constitution les prévoit, ça sera appliqué alors que le système reste le même? Mais les travailleurs auront une arme, c'est la Constitution. Comme aujourd'hui, ils en ont, à travers certaines lois qui les protègent théoriquement, mais dans la pratique, on sait ce qui se passe. Les lois à ne pas confondre avec la loi fondamentale. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que si tout ce que vous souhaitez, qui est déjà prévu par nos lois, est réversé dans la Constitution, ça sera plus respecté qu'aujourd'hui? C'est la volonté politique. Je pense que l'initiative que le chef de l'État a prise de réformer la Constitution, c'est l'expression d'une volonté politique. Et cette volonté politique doit être une volonté politique commune, parce que la situation est désastreuse. La situation sociale de la population est désastreuse. Vous soutenez cette initiative? Bien sûr. Le président dernièrement a parlé de réforme constitutionnelle. Vous êtes plutôt favorable à la révision ou au changement de la Constitution? Je suis pour la réforme constitutionnelle. C'est-à-dire? La réforme constitutionnelle... Le terme réforme est ambigu dans les débats actuels. Réformer peut vouloir réviser, peut vouloir dire réviser. Que vous parliez de changement, que vous parliez de révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, ça, on pense plus à quelques changements de dispositions qui existent là. Et c'est ce qui est prévu par l'actuelle Constitution. Ok. Mais maintenant, au niveau de la réforme constitutionnelle, donc c'est un changement. Donc vous êtes favorable au changement? Je suis d'accord pour le changement. Au regard de la situation sociale désastreuse de la population congolaise. Tout ce que vous évoquez ici, cet accent sur le social, sur la tension salariale, sur les inégalités salariales observées dans notre pays, tout ce que vous évoquez nécessite pour vous absolument un changement de constitution? Je pense. Pourquoi? Parce que c'est un nouvel esprit. C'est un nouvel esprit qui va nous amener à changer nos mentalités, à changer la manière de diriger notre pays. Alors, je rappelle que nous avons affaire à un scientifique. Donc, on débat sans tenir compte des couleurs politiques, même si la vôtre, on la connaît. Alors, dites-nous, pour avoir été ancien ministre et ancien législateur, qu'est-ce qui bloque? Parce que ceux qui ne sont pas favorables à cette initiative du président de la République lui prêtent des intentions de vouloir se pérenniser au pouvoir et disent aussi, entre autres, que ce n'est pas le changement, ce n'est pas la constitution actuelle qui lui empêche d'améliorer le social du Congolais. Alors, pour avoir été aux affaires au niveau de l'exécutif et au niveau du législatif, jusqu'à récemment, qu'est-ce qui empêche à l'acteur politique congolais
de revoir le social du Congolais et de prendre en compte tous ces éléments que vous évoquez. C'est la volonté politique. Qui n'existait pas hier et qui viendra demain à la faveur d'un changement de constitution. Mais pourquoi il n'existait pas, justement? Pardon? Cette volonté politique, ce vœu de revoir le social, de l'améliorer, de revoir les salaires des fonctionnaires, etc., on en parle depuis des années. Vous avez été à la fonction publique, vous avez été au budget. Qu'est-ce qui empêchait hier qu'on y arrive et qui va permettre aujourd'hui qu'on améliore la situation? C'est notre égoïsme suranné en tant que décideurs politiques. Nous pensons plus à nous-mêmes qu'au reste de la population. C'est ainsi qu'il nous faut une loi qui s'impose à nous tous et que nous puissions transformer notre mentalité politique. Tant qu'il y aura la même classe politique c'est possible. Qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les lois qui existent et qui prennent en compte toutes vos préoccupations, vous pensez que les choses vont changer simplement parce que la Constitution aura changé? Mais cette classe politique, elle n'est pas éternelle, M. Thierry. Pour l'heure, c'est celle dont nous disposons. Oui, d'accord, mais elle n'est pas éternelle. Et la loi fondamentale, elle est très souvent pérenne. Donc ça prend du temps. Nous avons besoin de cette loi fondamentale parce qu'elle va nous permettre de transformer notre mentalité politique. Nous pensons trop à nous-mêmes comme décideurs politiques que penser à la majorité de la population. Professeur Bongoro, vous avez été pendant 2 ans ministre d'État au budget, 2014-2016, et pendant 5 ans, ministre d'État à la fonction publique. Qu'est-ce qui empêche aux décideurs, à l'État, au gouvernement, de réviser le salaire du fonctionnaire congolais, le réviser sensiblement pour lui permettre de mener une vie digne d'un fonctionnaire de l'État? C'est l'égoïsme, M. Thierry, je vous en parle en connaissance de cause. J'ai été au gouvernement. C'est l'égoïsme suranné des décideurs politiques que nous sommes. C'est ça le problème. Et je suis d'accord avec le président de la République quand il demande que nous puissions réviser, réformer tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez, mais il faut que un nouvel esprit puisse transcender nos comportements habituel. Le président de la République est là depuis 6 ans maintenant. Il va entamer sa 7e année dans quelques jours. Le président de la République a trouvé un système qui se pérennise malheureusement, qui, vous pensez, va changer avec une nouvelle constitution. L'état d'esprit ne sera plus le même alors que les animateurs sont les mêmes. Le président de la République, quand il a pris le pouvoir, il a été investi. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il va déboulonner le système. Déboulonner ce système politique, social, ce n'est pas une mince affaire. C'est un travail de longue haleine. Et je suis avec lui parce qu'il faut que nous puissions déboulonner ce système pour que la majorité de la population congolaise se retrouve. Ce système que vous avez contribué à construire? Nous avons contribué à le construire et j'ai contribué aussi sans fausse modestie à le détruire. Pourquoi on n'en parle que maintenant? Pourquoi vous, du haut de vos 74 ans, du haut de votre expérience de ministre, de législateur, de professeur d'université, donc de scientifique, vous n'en parlez que maintenant? Je ne parle pas que maintenant, ici à Top Congo, mais j'en parle depuis 1981. Je parle de vous, pas de vos gens. Je parle de moi. J'en parle depuis 1981. Partout où j'étais, ce n'est pas pour me jeter de fleurs, je n'ai fait que m'occuper du social. Et ce n'est pas une mince affaire, je vous assure.
Je parle de l'opportunisme du scientifique congolais. Depuis que le président de la République a parlé de réformes, changements ou révisions de la Constitution, beaucoup d'entre eux sont sortis du bois pour aller, comme c'était le cas il y a quelques années sous Joseph Kabila, dans le sens des dires du chef, entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme politique? Non. En ce qui me concerne, je ne sais pas ce que le comportement des autres. En ce qui me concerne, ce n'est pas l'opportunisme politique. Ce que je dis, c'est l'expression de ce que je fais depuis 1981. Donc, en résumé, avec une nouvelle constitution, malgré que le système est ce qu'il est depuis des années, système a déboulonné, malgré l'état d'esprit et la mentalité, l'égoïsme de l'acteur politique, avec une nouvelle constitution, le fonctionnaire congolais ou le citoyen lambda pourrait vivre des beaux jours. Rien qu'avec un nouveau texte suprême. La constitution, c'est quoi? C'est un texte. Ce qui est important, ce n'est pas seulement le texte, c'est l'esprit qui sous-tend de ce texte. Ce texte va nous permettre de changer notre mentalité. Ce texte va nous contraindre d'aller vers le bien-être des plus faibles. Dans le dernier point de votre réflexion, vous avez évoqué le fait d'inscrire la tension salariale comme parmi les points verrouillés de la prochaine constitution. Comment vous l'envisagez et sur quel point exactement? La tension salariale, c'est l'indice national salarial. Ce rapport de 1 à 10 doit être verrouillé pour que nous puissions vérifier par rapport au salaire des uns et des autres, les plus élevés et les plus bas, ils doivent vivre dans ce rapport de 1 à 10. C'est ainsi que je pense qu'il faut verrouiller ça, pour justement protéger les plus faibles, les sans-voix. Vous avez à ce point confiance en l'homme politique congolais? Vous pensez vraiment qu'il va changer? Vous pensez vraiment qu'il va aller dans le sens de ce que vous souhaitez ou de ce que vous proposez? Thierry, l'homme politique congolais, ce n'est pas un damné. Il peut à tout moment changer. Aussi longtemps que nous croyons que cet homme politique congolais que nous sommes perdus, mais le pays va être perdu. Le problème, ce n'est peut-être pas l'homme, mais c'est la mentalité qui se transmet tellement bien. Vous avez traversé des générations depuis Mobutu, vous êtes actif en politique. Les années changent, les générations changent, mais la mentalité ne change pas. Mais il faut changer la mentalité. D'où ma question. Mais comment? Mais justement par des textes comme ça, par des débats, par de la pédagogie, n'est-ce pas, politique, pour que les gens changent. Thierry, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Des choses peuvent nous arriver. Les gens souffrent énormément. Et nous n'avons pas le droit de laisser toute une population victime de notre turpitude. J'aurais bien voulu vous entendre pousser ce coup de gueule il y a 10 ans, lorsque vous étiez aux affaires. J'aurais bien voulu vous entendre pousser ce coup de gueule il y a 10 ans, lorsque vous Thierry, étiez encore... j'étais lié au niveau du ministre de la fonction publique par le secret
du gouvernement. Mais ceux qui ont été avec moi savent très bien, c'est le sens de mon combat. Je l'ai vécu avec les syndicalistes et ce n'était pas une mince affaire. C'est le sens de ma vie. Je ne suis pas un opportuniste. Ce que je veux, c'est que cette population puisse devenir fière d'être congolais parce qu'elle participe à la consommation du patrimoine national. Que devient Michel Bongongo aujourd'hui, qui dit qu'il n'est pas opportuniste, mais on a vu qu'il est passé, comme beaucoup d'autres acteurs politiques, du FCC à l'Union sacrée de la nation. Si ce n'est pas de l'opportunisme, je ne sais pas comment le qualifier. Non, du FCC à l'Union sacrée, du FCC ou de Joseph Kabila à l'Union sacrée de la nation. Si j'ai quitté le FCC parce que j'avais demandé qu'on puisse restructurer le FCC et j'ai participé à cette restructuration, et quand je me suis rendu compte que on ne veut pas la restructuration, j'ai dit OK. C'est pour ça que j'ai quitté le FCC. Aujourd'hui, l'Union sacrée n'est pas sur les traces du FCC. Le président de la République s'en est plein lui-même. C'est-à-dire ? Le président de la République s'en est plein lui-même. Il a reçu il y a quelques jours les élus de sa famille politique. Mais je n'en disconviens pas. Je ne dis pas que lui... Les pratiques restent les mêmes. Non, je ne dis pas, M. Thierry, que le FCC, pardon, l'Union sacrée, c'est le paradis. Non, pas du tout. Mais il faut se battre là où vous êtes pour que les choses changent. Ce que je fais là, c'est pour que les choses changent. Dernière question, votre héritage à la fonction publique, on vous a vu parmi les rares ministres qui ont quitté, selon les témoignages reçus par Top Congo, qui ont quitté ce ministère sous les applaudissements des fonctionnaires, mais l'héritage de Michel Bongongo a été très contesté par ses successeurs, notamment le nombre des fonctionnaires recrutés en 2018 en pleine campagne électorale. Aujourd'hui, cet héritage a du mal à être géré par vos successeurs, notamment le tout dernier, qui en a parlé plusieurs fois. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Nous avons mis une feuille de route avec les syndicalistes, avec les responsables de l'administration publique, avec les gouverneurs de province, avec jusqu'au niveau des territoires, et nous nous sommes dit que les propositions émanant des gouverneurs, des ministères, doivent nous permettre, dans un premier temps, de recadrer la situation. Heureusement ou malheureusement, je suis parti, mais il y avait une feuille de route, et cette feuille de route est toujours là, et tous ceux qui m'ont suivi, ceux qui sont venus après moi, ils suivent cette feuille de route que nous avons fait ensemble en termes de cogestion. Je n'ai pris aucune décision quand j'étais à la fonction publique sans l'accord des travailleurs, des syndicalistes, les différents directeurs de l'administration publique. Mais Michel Bongongo, c'est quand même plus de 200 000 fonctionnaires mécanisés qu'on a du mal à payer aujourd'hui, qu'on a du mal à inscrire sur les listings des payes 6 ans après. Nous n'avions pas
200 000 fonctionnaires. Mais je ne veux pas commencer à faire un procès. Tout ce que nous avons fait, bien sûr, c'est moi qui ai apposé la signature, mais tout ce que nous l'avons fait avec les ministres sectoriels, avec les gouverneurs, avec les différentes représentations syndicales. Donc vous ne le regrettez pas et vous en êtes fier? Je ne regrette pas, dans ce sens que si on avait suivi le travail, l'esprit que nous avions mis ensemble dans cette feuille de route, on sera quelque part. Que devenez-vous? On vous entend de moins en moins, professeur Bongongo. Pour quelle raison? Depuis la retraite de Léon Kengo Adondo, le président de votre parti politique, vous avez été plutôt effacé de la vie politique et puis on vous a revu pendant la campagne électorale. Mais ce n'est plus la même personnalité politique qu'on a connue sous Mobutu, au MLC, avec Kengo Adondo. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, un temps pour réfléchir, un temps pour demeurer silencieux. C'est ce que j'applique. Il y a des moments où je pense qu'il faut parler, je parle. Il y a des moments où je considère que ce n'est pas nécessaire que je puisse parler, je ne parle pas. Intégrer la tension salariale dans la Constitution et en faire un verrou constitutionnel, cela est donc possible, selon le professeur Michel Bongongo, qui a sorti une réflexion sur la question. Vous y croyez? Vous allez transmettre cette proposition à la prochaine commission qui sera mise en place? Bien sûr. Je suis habitué à me battre et je vais me battre pour les pauvres, les faibles. C'est ça ma mission.